Le siège en cuir de la Rolls-Royce était froid contre la joue d'elle, mais il était plus doux que toute surface qu'elle avait touchée en moi. Elle se pressa plus petite, genou à poitrine, le sang de sa lèvre fendue tachant le coûteux revêtement. Dehors, le vent de novembre hurlait à travers les ruelles de Manhattan, portant la lointaine baleine des sirènes et le son plus proche de pas. Lourd, délibéré, cherchant. « Elle, tu penses pouvoir courir de moi? » La voix d'Antonio résonnait sur les murs de briques, brouillés de bourbon et de rage. « Je possède ce quartier. Chaque flic, chaque coin. Tu es à moi. » Elle mordit sur sa manche pour étouffer le sanglot. Stupide. Si stupide de penser qu'elle pourrait se cacher dans une voiture. Mais la porte avait été déverrouillée et sa vision s'était brouillée. Et le froid lui rongeait son pouls fin. Et elle avait juste besoin n'importe où qui n'est pas là. Bienvenue à Chemin de Rédemption, où les hommes les plus dangereux découvrent que la chose la plus difficile qu'ils feront jamais est de s'agenouiller, regarder quelqu'un dans les yeux et dire « Tu es en sécurité ». Maintenant, si vous croyez que même les gens brisés méritent une seconde chance, frappez ce bouton d'abonnement et aimez cette vidéo. Laissez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Nous aimons entendre de vous. Maintenant, voyons comment un moment désespéré a changé deux vies pour toujours. La porte de la voiture s'ouvrit. Le cœur d'Ella s'arrêta. Elle n'avait entendu personne s'approcher, n'avait pas entendu le bip électronique d'une télécommande de clé. Une seconde, elle était seule dans l'obscurité coûteuse. La suivante, un homme se tenait là, rétro-éclairé par la lumière de la rue, et elle allait mourir. S'il vous plaît. Le mot sortit brisé. S'il vous plaît, je sortirai. J'irai. Juste ne lui dis pas que j'étais ici. L'homme ne bougea pas. Il était grand. Elle pouvait le dire même à travers son œil enflé, portant un manteau noir qui coûtait probablement plus que son loyer d'une année entière. Son visage était dans l'ombre, mais elle sentit son regard comme un poids physique, scannant sa forme tremblante, le sang sur son visage, la façon dont elle s'était recroquevillée dans le coin comme un animal blessé. Qui? Sa voix était basse, accentuée, russe peut-être, et complètement dépourvue d'émotion. Pas en colère, pas surpris, juste évaluant. Qui te cherche? Ça n'a pas d'importance. Ella essaya de s'asseoir, mais ses côtes crièrent de protestation. Elle avait senti quelque chose se fissurer quand Antonio l'avait jetée contre le comptoir de la cuisine. « Je suis désolé. Je partirai. J'avais juste besoin sa voix fracturée. Juste jusqu'au matin. J'avais juste besoin jusqu'au matin. » Silence. Le genre qui pressait contre les tympans. Puis l'homme bougea, pas vers elle, de côté, bloquant l'entrée de l'allée avec son corps. Quand il parla de nouveau, son ton n'avait pas réchauffé, mais quelque chose en lui avait changé. « Reste là. » Elle la cligna des yeux. « Quoi? Reste dans la voiture. Ne bouge pas. » Avant qu'elle ne puisse traiter, il était parti, porte fermée, et elle était de nouveau seule dans le noir. Son esprit tournait. Appelait-il la police? Antonio avait des amis au NYPD. Appelait-il Antonio directement? Oh mon Dieu, et s'il connaissait Antonio? Son beau-père avait des associés d'affaires qu'elle n'avait jamais rencontrés. Des hommes qui venaient à l'appartement à des heures étranges. Des hommes dont elle n'était pas censée entendre les noms. Elle devrait courir maintenant tant qu'elle en avait la chance. Mais son corps ne coopérait pas. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle une fatigue osseuse profonde et une douleur qui faisait que chaque respiration ressemblait à une noyade. Elle s'effondra contre le cuir, regardant son reflet dans la vitre teintée. Un fantôme aux cheveux emmêlés et aux yeux creux, qui ne ressemblait en rien à la fille qui avait jadis cru en des choses comme la sécurité. 3 minutes passèrent, 5-10, puis des voix étouffées à travers l'isolation de la voiture. Celle d'Antonio, forte et confiante, l'a vue courir par ici, probablement cachée derrière une benne à ordures comme la rate qu'elle est.
Une autre voix, celle de la voiture, plus calme mais portant une autorité qui fit picoter la peau d'elle. Ceci est une propriété privée. Quittez la propriété privée. Antonio rit. Vous savez qui je suis? Je suis NYPD, 15 ans. Je cherche ma fille. Elle est malade. A besoin de médicaments. Vous avez vu une fille d'une vingtaine d'années, brune? Non. Ça vous dérange si je regarde autour? Juste pour être sûr. Oui. Une pause. Elle là pressa son oreille contre la vitre. Elle ne pouvait pas les voir. L'angle était mauvais. Mais elle entendit le changement dans le ton d'Antonio, la fausse amabilité se figeant en quelque chose de plus laid. Écoutez, ami, je ne pense pas que vous comprenez. Je comprends parfaitement. L'accent russe aiguisa chaque mot en une lame. Vous êtes debout dans mon allée près de ma voiture, exigeant que je vous aide à trouver quelqu'un. J'ai dit non. Si vous faites un pas de plus, mes associés s'assureront que vous comprenez le sens de ce mot. Associé, le regard d'elle se posa vivement sur l'entrée de l'allée. Deux autres formes s'étaient matérialisées. Aux épaules larges, visage caché, mais leur posture parlait d'une violence tenue en laisse. Antonio devait les avoir vues aussi, car son emphase se dégonfla. Ce n'est pas fini. C'est ma responsabilité. Quand je la trouverai, si elle ne désire pas être trouvée, l'homme interrompit, la voix tombant à quelque chose qui fit haleter Ella. Alors elle ne sera pas trouvée. Partez maintenant. Des pas reculèrent, s'estompant dans le bourdonnement constant de la ville. Ella attendit, comptant les battements de cœur, jusqu'à ce que la porte de la voiture s'ouvre de nouveau. L'homme glissa sur le siège conducteur. Mouvement économique contrôlé. De près, avec la lumière intérieure allumée, elle put enfin le voir clairement. Fin de la trentaine, cheveux foncés coupés courts, mâchoire assez aiguisée pour couper du verre, yeux de la couleur de la mer Baltique gelée, un visage bâti pour l'intimidation, sauf pour la légère cicatrice bisectant son sourcil gauche, une fissure dans le marbre. Il ajusta le rétroviseur, rencontrant son regard dans le reflet. « Il est parti, dit-il. Il ne reviendra pas ce soir. » Ella essaya de parler, échoua, essaya de nouveau. « Pourquoi? Pourquoi tu saignes sur mon revêtement? » De fait, et tu as demandé le matin, il est actuellement. Il jeta un coup d'œil au tableur de bord. 23h47. Le matin est à 7h. Je ne laisse pas les dettes impayées. Je ne voulais pas dire je peux le nettoyer. Je peux. Où vis-tu? La question tomba comme un piège. La gorge d'elle se serra. Je ne peux pas. Il sait où. Il a des clés. Le mur qu'elle avait bâti pour se tenir s'est mis à se fissurer. Je n'ai nulle part. Je n'ai personne. Ma mère est morte l'année dernière et j'ai pensé que si je restais juste, si je m'en sortais juste, il finirait par. Mais il ne le fera pas. Il ne s'arrêtera pas. Et je suis si fatigué. Elle n'avait pas eu l'intention de dire tout cela. N'avait pas eu l'intention de laisser la vérité saigner devant un étranger dans une voiture coûteuse qui la laisserait probablement dans un refuge et oublierait qu'elle existait à l'aube. Mais l'homme sur le siège avant ne détourna pas le regard du miroir, ne broncha pas. « Quel est votre nom? » demanda-t-il. « L. Adams, L. » Il le testa, la syllabe étrangère dans sa bouche, puis il démarra le moteur, les roses ronronnant à la vie comme un chat satisfait. « Je suis Nola, et vous avez raison. Vous ne pouvez pas y retourner. Pas ce soir, pas tant que vous ressemblez à ça. » La voiture s'engagea en douceur dans la circulation, se dirigeant vers le centre-ville, loin de son quartier, loin de tout ce qu'elle connaissait. Ella aurait dû être terrifiée, aurait dû exiger qu'il la laisse sortir. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et laissa la chaleur des bouches de chauffage se répandre sur sa peau gelée. Et pour la première fois en 1 an, elle se permit d'espérer que le matin pourrait réellement venir. Le penthouse occupait les 3 derniers étages d'un immeuble qu'elle n'avait jamais vu que depuis les fenêtres du métro. Un de ces monolithes de verre et d'acier surplombant Central Park, où la lumière elle-même semblait plus propre, plus nette.
La montée en ascenseur fut silencieuse, à l'exception du murmure des machines et de sa propre respiration haletante. Nola se tenait de dos à elle, les mains jointes derrière lui, la posture si rigide qu'elle semblait douloureuse. Quand les portes s'ouvrirent directement sur son appartement, Ella oublia comment respirer. Des fenêtres du sol au plafond encadraient Manhattan comme une peinture. Les lumières de la ville rivalisant avec les étoiles qu'elles avaient depuis longtemps noyées. Les sols en marbre captaient et multipliaient la lueur de l'éclairage encastré. Des meubles qui appartenaient à des musées, pas à des maisons. Tout était froid et beau et absolument intouchable. Par ici, Nola la conduisit à travers la pièce principale, devant une cheminée assez haute pour y tenir debout, devant des bibliothèques en langue qu'elle ne pouvait lire, jusqu'à une chambre plus grande que son appartement entier n'avait été, des murs couleur crème, un lit qui pouvait accueillir 4 personnes, une salle de bain attenante qu'elle pouvait voir par la porte entr'ouverte. « Vous resterez ici ce soir, dit-il. Douche. Il y a des vêtements dans le placard d'avant. » Il marqua une pause, quelque chose clignotant sur son visage trop vite pour être nommé. D'avant, il devrait aller. Ella hésita dans l'embrasure de la porte, les bras enroulés autour de ses côtes. « Je ne comprends pas. Vous ne me connaissez pas. Pourquoi êtes-vous? Parce que j'ai demandé le matin une fois. » Les mots sortirent plats, factuels, et personne ne me l'a donné. Considérez ceci comme une correction de déséquilibre cosmique. Il s'apprêta à partir, puis s'arrêta à moitié tourné. L'armoire de la salle de bain contient des fournitures de premier secours pour votre visage. Ne faites pas, sa mâchoire se serra. Ne regardez pas dans le miroir si vous souhaitez dormir ce soir. Il sera toujours là le matin. Puis il était parti, la porte se refermant avec une finalité qui ressemblait à de la sécurité. Ella resta figée un long moment avant que ses genoux ne lâchent. Elle s'effondra sur le tapis, moelleux, crème, valant probablement plus que ce qu'elle gagnerait en un mois, et pressa ses paumes sur ses yeux. Mais les larmes vinrent quand même. De grands sanglots secouants qui lui déchirèrent la poitrine et la laissèrent haletante. Elle pleura sa mère, qui mourut en croyant qu'elle irait bien. Pleura la fille qu'elle avait été à 24 ans, fraîchement sortie de l'école de design, pleine de projets. Pleura 3 ans de sa vie évaporée en mode survie, à se faire plus petite, plus silencieuse et moins, espérant que cela suffirait enfin. Quand la tempête passa, elle se traîna debout et trébucha jusqu'à la salle de bain. La douche était de style pluie, la température contrôlée par un panneau qui semblait appartenir à un vaisseau spatial. Elle se tint sous l'eau assez chaude pour faire mal, regardant le rose tourbillonner dans le drain, frottant sa peau jusqu'à ce qu'elle soit à vif et neuve. Le shampoing sentait le cèdre et quelque chose d'autre, cher, inconnu. Rien à voir avec la marque générique qu'elle étirait depuis des semaines. Elle regarda dans le miroir, ne put s'en empêcher. Les dégâts étaient pires qu'elle ne l'avait cru. Son œil gauche presque fermé, violacé sur les bords, la lèvre fendue, croûteuse de sang séché, des ecchymoses fleurissant le long de sa mâchoire, et la forme parfaite des jointures. Et plus bas, caché sous la serviette, les verts et jaunes marbrés de vieilles blessures superposées comme des sédiments. « Voilà ce que je me suis permis de devenir, » pensa-t-elle. « Voilà ce que coûte le maintien de la paix. » Le placard donna des pantalons en coton doux et un pull en cachemire, les étiquettes toujours attachées, de taille proche de la sienne. Ella essaya de ne pas s'interroger sur l'avant que Nola avait mentionné, essaya de ne pas imaginer à qui ces vêtements étaient destinés. Quand elle en sortit, elle trouva un plateau sur la table de chevet, du thé encore fumant et 2 tranches de pain grillé avec du beurre et de la confiture. Une note d'une écriture anguleuse, « Mangez, dormez, nous parlerons le matin ». Elle obéit, soudain affamée. Le thé était noir, non sucré, fort pour décaper la peinture, et exactement ce dont elle avait besoin. Elle mangea les 2 tranches de pain grillé, puis se glissa dans le lit, s'enfonçant dans des draps dont elle ne pouvait deviner le nombre de fils.
Elle avait pensé que le sommeil serait impossible, pensait que son esprit s'emballerait, cataloguant chaque mauvaise décision qu'il avait menée ici, chaque raison pour laquelle cela était temporaire et fragile. Au lieu de cela, elle sombra dans une obscurité si complète qu'elle se sentit comme une miséricorde. Le matin vint avec une pâle lumière hivernale filtrant à travers les voilages et l'odeur du café. Elle se redressa lentement, faisant l'inventaire de la douleur. Les côtes lui faisaient encore mal, le visage battait, mais l'épuisement profond s'était légèrement estompé. L'horloge indiquait 9h07 du matin. Elle avait dormi près de 10. Des voix dérivaient de quelque part dans le penthouse. Du russe bas et rapide. Le baryton de Nola et le ténor plus rauque d'un autre homme. Les mots aigus de désaccord. Elle s'approcha de la porte, pressa son oreille contre le bois. « Ne peux pas la garder ici, Nola. Tu connais les règles. Je connais beaucoup de règles. Je sais aussi lesquelles j'ai écrites. C'est différent. Ce n'est pas un atout commercial. Pas de la famille. Juste une fille. Ne fais pas. » La température dans la voix de Nola tomba en dessous de 0. Ne la réduis pas à juste une fille. Tu n'as pas vu son visage. Tu n'as pas entendu sa voix quand elle a demandé le matin. Une longue pause, puis plus doucement. Ta mère, ma sœur, chaque femme qui a jamais eu besoin d'aide et n'en a reçu aucune parce que les hommes au pouvoir ont décidé qu'elle n'avait pas assez d'importance. Des bruits de mouvement, des pas, du liquide versé. Elle reste jusqu'à ce qu'elle soit prête à partir. C'est définitif. Et quand Antonio Calderano viendra chercher, quand il apportera ses connexions NYPD, c'est. Alors nous aurons une conversation sur ce qui arrive aux hommes qui posent les mains sur les femmes dans ma ville. Elsa recula de la porte, le cœur battant. Elle ne devrait pas être ici. Ce n'était pas son monde. Des hommes comme Nola n'aident pas des gens comme elle sans attendre quelque chose en retour. Et quelle que soit la monnaie qu'il utilisait, elle ne pouvait pas se permettre le prix. Elle enfilait ses chaussures, tachées de sang, pathétique, quand la porte de la chambre s'ouvrit. Nola se tenait dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. À la lumière du jour, il semblait en quelque sorte plus et moins intimidant. Des cernes sous ses yeux couleur de glace, une barbe naissante ombrageant sa mâchoire, portant un pantalon noir et une chemise blanche boutonnée avec les manches retroussées jusqu'au coude. « Humain, fatigué, vous partez » observa-t-il. « Pas une question. » Elle posa sa chaussure. « J'ai entendu votre ami, il a raison. Je ne devrais pas être ici. Ce n'est pas... Je ne suis pas votre problème. » Non. Nola acquiesça. Vous n'êtes pas un problème du tout. Vous êtes une personne qui avait besoin d'aide. Je l'ai fournie. Ce ne sont pas la même chose. Il traversa jusqu'au petit coin salon près des fenêtres, posa les 2 tasses et s'assit dans l'une des chaises avec la précision contrôlée de quelqu'un dont le corps avait appris la violence jeune. « Asseyez-vous, dit-il, s'il vous plaît. » Elle hésita, puis obéit. Le café était noir comme le thé. Elle enveloppa les 2 mains autour de la tasse, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses paumes. « Je vais vous poser des questions, dit Nicolas. Vous n'avez pas à répondre, mais j'ai besoin de comprendre avec quoi nous travaillons. » Nous, son expression ne changea pas. Antonio Calderano, ancien NYPD, travaillant actuellement dans la sécurité privée pour les Lucianos, association connue avec des officiers corrompus dans le 19e arrondissement. Historique de violence. 2 plaintes classées. Un suicide suspect d'une ex-petite amie il y a 7 ans qui a été jugé overdose accidentelle. La tasse de café d'Ella glissa. Elle la rattrapa, mais ses mains tremblaient. « Comment vous n'auriez pas pu trouver tout cela depuis hier soir? J'ai passé des appels. » Il se pencha en arrière, les doigts et une ogive. « J'ai des ressources. Ce que je n'ai pas, c'est votre histoire. Était-il toujours comme ça? » Non, le mot sortit amer. Au début, il était charmant, serviable. Ma mère était malade, cancer, et qu'il est arrivé comme une sorte de sauveur, a payé les factures, l'a conduite à ses rendez-vous. J'étais méfiante, mais elle était heureuse. Alors,
Je suis restée silencieuse. Ils se sont mariés 6 mois avant sa mort. Et après, il n'avait plus besoin de faire semblant. Ella fixa son café. La première fois qu'il m'a frappé, il s'est excusé, a pleuré, a dit que je lui rappelais quelqu'un qui l'avait blessé, qu'il se ferait aider. Je l'ai cru. La deuxième fois, il a dit que je l'avais provoqué. La troisième fois, il ne s'est pas donné la peine d'excuse. Sa voix était calme, détachée, comme si elle racontait la vie de quelqu'un d'autre. J'ai essayé de partir 2 fois. La première fois, il m'a trouvé chez une amie en moins de 6 heures. Lui a dit que j'étais malade mentale, sans mes médicaments, dangereuse. Elle l'a cru. Il avait l'insigne, l'uniforme. La deuxième fois, je suis arrivé à un refuge. Il est apparu avec 2 officiers, a dit que je lui avais volé des choses, avait un mandat. Je ne l'avais pas fait, mais ils ont cru sa parole plutôt que la mienne. Les jointures de Nola étaient devenues blanches autour de sa propre tasse. Alors, j'ai arrêté d'essayer, continua Ella. Je me suis dit que si je pouvais juste survivre jusqu'à je ne sais pas, jusqu'à ce que quelque chose change, jusqu'à ce qu'il s'ennuie, jusqu'à ce que je disparaisse assez pour qu'il oublie que j'existais. Elle leva enfin les yeux, rencontrant ses yeux gelés. La nuit dernière, il m'a dit qu'il allait s'assurer que je ne l'embarrasse plus jamais. Et je savais enfin que si je restais, je ne survivrais pas jusqu'au matin. Le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le bourdonnement lointain de la ville. Puis Nicolas posa sa tasse et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Ella Adams, dit-il doucement, je vais vous faire une offre. Vous pouvez refuser, mais écoutez-moi complètement avant de décider. » Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Vous resterez ici dans cet appartement aussi longtemps que vous en aurez besoin. Vous aurez votre propre chambre, intimité, sécurité. En échange, vous ne ferez rien. » Elle cligna des yeux. « Rien, rien, » il confirma. « Pas de ménage, pas de cuisine, pas de... » Sa bouche se serra. « Remboursement de toutes sortes. Vous existerez simplement en toute sécurité pendant que vous guérirez physiquement et autrement. Je vous fournirai l'accès à un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Un avocat qui vous aidera à naviguer les ordonnances de non-contact, la séparation légale de l'influence d'Antonio. Quand vous serez prête, si vous êtes prête, je vous aiderai à trouver du travail, un logement, tout ce dont vous avez besoin pour vous reconstruire. » C'était trop généreux, trop impossible. « Pourquoi? » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que vous en retirez? » Nicolas resta silencieux un long moment, le regard dérivant vers les fenêtres, vers la ville au-delà. « Quand j'avais 8 ans, dit-il finalement, j'ai vu mon père battre ma mère à mort dans notre cuisine à Saint-Pétersbourg. Je me cachais dans le placard, trop petit pour aider, trop effrayé pour crier. Après, il a mis le feu à l'appartement et est parti, a dit aux autorités qu'elle avait bu, renversé une bougie. La poitrine d'elle se serra. J'ai passé les 10 années suivantes dans des orphelinats d'État, puis dans la rue, puis dans de pires endroits. Il la regarda de nouveau, et pour la première fois, elle vit au-delà de la glace, vit l'enfant à qui on n'avait jamais donné le matin. J'ai bâti un empire sur le principe que le pouvoir est la seule chose qui compte, que la miséricorde est une faiblesse, que les forts prennent et les faibles souffrent. Il se leva, marcha vers la fenêtre, les mains jointes derrière son dos. Et puis j'ai entendu votre voix dans ma voiture demander la même chose que j'avais imploré autrefois. Et j'ai réalisé que j'avais passé 30 ans à devenir le genre d'homme qui aurait pu sauver ma mère. Ce serait un gaspillage profond de ne pas utiliser ce pouvoir au moins une fois pour son but prévu. Elle ne pouvait respirer, ne pouvait parler. Alors Nola se tourna, l'expression soigneusement neutre. C'est ce que j'obtiens. La connaissance que cette fois l'enfant caché dans le placard métaphorique n'a pas à regarder quelqu'un mourir. Vous pouvez accepter ou refuser, mais sachez ceci. Si vous restez, Antonio Calderano ne vous touchera plus jamais. Là-dessus, vous avez ma parole. Et Ellie, qui avait appris à ne pas faire confiance aux mots,
qui avait survécu en n'attendant rien et en étant reconnaissante de moins. Elle le crut. La première semaine passa dans une étrange suspension de tempe. Elle dormit plus qu'elle n'avait fait depuis des années. De longues périodes sans rêve qui la laissaient désorientée lorsqu'elle se réveillait au calme perpétuel du penthouse. Nicolas était rarement là pendant les heures de clarté. Elle l'entendait partir avant l'aube, revenir après la tombée de la nuit, toujours annoncé par le sifflement pneumatique de l'ascenseur et le murmure bas du russe alors qu'il conférait avec ceux qui l'accompagnaient. Elle explora l'appartement en son absence, cartographiant ses contradictions. La cuisine était de qualité professionnelle, mais semblait à peine utilisée. Toutes les surfaces brillantes et les appareils intacts. La bibliothèque contenait des premières éditions en 7 langues organisées avec une précision militaire. Mais nichée dans un coin, elle trouva un livre de poche usé de contes de fées russes, le dos fissuré par des lectures répétées, des pages douces comme du tissu. Une pièce resta verrouillée. Ella avait testé la poignée le 3e jour, curieuse, puis recula brusquement lorsqu'elle entendit la voix de Nola derrière elle. « Cette pièce n'est pas pour les invités. » Elle se retourna, le cœur battant. Il se tenait dans le couloir, pourtant toujours son manteau, des flocons de neige fondant dans ses cheveux foncés. « Je suis désolé. Je n'étais pas, je sais son expression avait été illisible, mais cette pièce reste fermée. S'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » avait empiré les choses d'une certaine manière. Une fissure dans l'armure. Maintenant, 10 jours après son arrivée, elle était recroquevillée sur le siège de fenêtre surplombant Central Park, carnet de croquis équilibré sur ses genoux. Elle l'avait trouvé dans l'une des chambres d'amis, chère, à peine utilisée, et ses doigts lui démangeaient pour le confort familier du fusain sur papier. Le dessin qui prenait forme était la vue. Des arbres squelettiques contre la neige. Le lac gelé, des joggers réduits à de petites formes sombres sur le blanc hivernal. Elle avait oublié ce que ça faisait. Créer quelque chose juste parce qu'elle le pouvait. « Vous êtes une artiste. » Elle sursauta, bavant une ligne. Nola se tenait dans l'arche, sa veste drapée sur un bras, regardant son travail avec cette intensité troublante. L'était, corrigea-t-elle, posant le fusain. J'ai étudié le design graphique, mais c'était avant. Il traversa la fenêtre assez lentement pour qu'elle ait pu bouger si elle l'avait voulu. De près, elle remarqua de nouveaux détails. Une jointure fendue sur sa main droite, fraîchement cicatrisée. Une tension dans sa mâchoire qui parlait d'une très longue journée. « Avant n'est pas la même chose que jamais plus, dit-il, les yeux sur son croquis. C'est bon, ligne pure, vous voyez la structure sous les détails de surface. » Ce fut le commentaire le plus personnel qu'il ait fait depuis ce premier matin. Elle se surprit à répondre honnêtement. Mon professeur avait l'habitude de dire que j'étais trop concentré sur les fondations, que j'avais besoin de me détendre, d'embrasser le chaos. Le chaos est surestimé. La bouche de Nola se tordit. Pas tout à fait un sourire, mais proche. Les fondations sont ce qui maintient les bâtiments debout quand les tempêtes viennent. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il y jeta un coup d'œil et toute chaleur qui avait brièvement réchauffé son expression se figea de nouveau. « J'ai une réunion, dit-il. Le dîner sera livré à 19 heures. Il hésita. Il y a quelqu'un qui vient demain. Dr. Vulov, c'est la thérapeute que j'ai mentionnée. Vous n'êtes pas obligé de lui parler, mais je pense que ce serait bénéfique. » Les doigts d'Ella se serrèrent sur le carnet de croquis. « J'ai déjà essayé la thérapie. Antonio surveillait les séances, s'assurait que je disais les bonnes choses. Dr. Volkov ne rapporte à personne d'autre que vous, et son bureau est ici dans le bâtiment. Vous n'avez pas à quitter cet étage si vous ne le souhaitez pas. » La considération dans ce détail, la compréhension que même l'ascenseur pourrait sembler trop d'exposition, serra la gorge d'elle. « D'accord, parvint-elle à dire. J'essaierai. » Nola hocha la tête une fois, puis partit, et l'appartement retrouva son silence de cathédrale. Dr. Vulov arriva à 10 heures précises. Une femme compacte d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne manquaient rien.
Elle s'installa dans la chaise en face d'Ella avec l'aisance de quelqu'un habitué aux créatures blessées. Nola me dit que vous avez traversé quelque chose de difficile, commença-t-elle. Commença-t-elle, son accent adoucissant les consonnes. Je ne suis pas ici pour vous réparer, seulement pour vous fournir des outils si vous souhaitez les utiliser. Ella s'était attendue à des questions indiscrètes, à un détachement clinique. Au lieu de cela, Dr. Vulov passa la première séance à simplement écouter tandis qu'elle parlait de sa mère, de l'érosion lente de soi sous le contrôle d'Antonio, de la culpabilité particulière de survivre alors qu'on avait passé si longtemps à souhaiter ne pas le faire. Le traumatisme, dit le Dr. Vulov vers la fin, n'est pas une chose linéaire. Vous aurez de bons jours et des jours terribles. Des jours où vous croirez être guéri et des jours où le plus petit déclencheur vous renverra à cette cuisine, à cette allée. C'est normal. C'est votre cerveau qui essaye de vous protéger de la seule façon qu'il connaît. Comment puis-je l'arrêter? Vous ne l'arrêtez pas. Vous apprenez à coexister avec lui, à reconnaître la différence entre le danger passé et la sécurité présente. Elle se pencha en avant. En ce moment, votre système nerveux crie que la menace est partout. Il faudra du temps pour lui enseigner le contraire. Soyez patiente avec vous-même. Après son départ, Ella se sentit à vif, mais aussi étrangement plus légère. Elle préparait du thé quand Nola rentra ce soir-là, plus tôt que d'habitude. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte de la cuisine, la regardant naviguer dans l'espace avec une familiarité croissante. « Comment était le Dr. Volkov » demanda-t-il. « Intense. Bien. » Ella versa une deuxième tasse sans demander, la fit glisser sur le comptoir. Elle a dit, « Le trauma n'est pas linéaire. » Elle le saurait. Nola accepta le thé, ses doigts effleurant les siens. Bref, électrique. Elle a travaillé en Tchétchénie pendant les guerres, a vu des choses qui briseraient la plupart des gens. Mais elle croit en la capacité de guérir. Ils burent en silence confortable, et Ella réalisa que c'était la plus longue conversation qu'ils aient eue, qui ne portait pas sur la logistique ou les protocoles de sécurité. « Puis-je vous demander quelque chose ?» aventura-t-elle. Vous pouvez demander, je peux ne pas répondre. Juste, elle a choisi ses mots avec soin. Cette pièce verrouillée, est-ce que ça a quelque chose à voir avec votre mère? Nola resta très immobile. Pendant un long moment, Ella pensa qu'elle avait dépassé les bornes, qu'ils se retiraient dans la froide formalité de leur premier jour. Puis ce fut la chambre de ma sœur, Katia. Elle aurait eu 32 ans cette année. Aurait eu. Elle a été prise par l'État après la mort de notre mère. Il continua, la voix plate, envoyée dans un établissement différent du mien. J'ai essayé de la retrouver quand j'ai été assez vieux. Avait assez de ressources. À ce moment-là, elle était morte depuis 6 ans. Pneumonie, ont-ils dit, soins médicaux inadéquats. Elia posa sa tasse avant de la laisser tomber. Nicolas, je ne veux pas de sympathie. Les mots furent vifs, automatiques, puis plus doux. Je veux que sa chambre existe telle qu'elle aurait existé si elle avait vécu, comme si elle pouvait franchir cette porte un jour et la trouver en l'attendant. Il vida son thé, rinça la tasse avec un soin méticuleux et quitta la cuisine sans regarder en arrière. Elle resta seule dans l'espace brillant, comprenant avec une clarté soudaine pourquoi la miséricorde lui semblait une faiblesse. Pourquoi sauver quelqu'un devait ressembler à réécrire une fin qu'il n'avait eu aucun pouvoir de changer. Elle pensa au livre de contes de fées, lu jusqu'à ce que les pages deviennent douces. Pensa à un petit garçon dans un placard, apprenant que les seules mains qui vous sauvaient étaient les vôtres. Et elle pensa, peut-être apprenons-nous tous les deux que ce n'est pas toujours vrai. 3 semaines devinrent un mois. L'hiver s'épaissit, couvrant la ville et la neige qui étouffait le son et adoucissait les bords. Ella tomba dans un rythme. Les matins avec le Dr. Vulov, les après-midi à dessiner ou à lire, les soirs en compagnie sporadique de Nicolas. Il commença à rentrer plus tôt, la rejoignant pour le dîner plus souvent qu'autrement. Il mangeait dans la salle à manger,
un espace trop formel pour les conversations calmes qui se déroulaient entre eux, parlant de petites choses, de livres, d'architecture, de la folie particulière des pigeons de New York. Jamais de son travail, jamais des détails de ce qui mettait ces nouvelles ecchymoses sur ses jointures, cette nouvelle dureté dans ses yeux, mais parfois tard dans la nuit quand il pensait qu'elle dormait. Elle l'entendait jouer du piano dans la pièce de devant. Chopin le plus souvent, des airs qui sonnaient comme le chagrin mis en mélodie. Elle restait allongée dans son lit à écouter et se demandait s'il savait qu'elle pouvait l'entendre, s'il jouait pour lui-même ou pour des fantômes. Un soir de la mi-décembre, elle sortit de sa chambre pour trouver Nola debout aux fenêtres, téléphone pressé contre son oreille, parlant russe rapidement. Sa main libre était si serrée que les jointures étaient devenues blanches. Il termina l'appel, la remarqua, et quelque chose dans son expression lui fit tomber l'estomac. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Antonio a posé des questions, faisant pression sur des connaissances mutuelles pour vous trouver. La mâchoire de Nolatiqua. Il a déposé un rapport de personne disparue. Affirme que vous êtes mentalement instable, un danger pour vous-même. La glace inonda les veines d'Ella. Il va me trouver. Non. Le mot était absolu. Il va apprendre que certaines femmes sont protégées par des forces qu'il ne peut pas menacer ou corrompre. Mais Ella. Nola se tourna pour lui faire face. C'est le moment où vous devez décider. Si vous souhaitez vraiment être libre de lui, nous ne pouvons pas simplement vous cacher. Nous devons agir. Agir comment? Légalement d'abord. Ordonnance de non-contact déposée avec documentation de l'abus. J'ai des contacts avec des juges qui ne peuvent être achetés par les Lucianos. Ce sera public. Ce sera difficile. Vous devrez témoigner. Les mains d'Ella commencèrent à trembler. La pensée d'affronter Antonio au tribunal, de dire à voix haute ce qu'il avait fait. Mais, continua Nola, la voix s'adoucissant, vous ne serez pas seul. Je veillerai à ce que vous ayez la meilleure équipe juridique de l'État, la sécurité, tout ce dont vous avez besoin. Et si le système juridique échoue, son expression devint froide. Alors nous aurons une conversation différente. Ella savait ce que cela signifiait, savait que l'homme qui se tenait devant elle avait bâti son empire sur des conversations qui se terminaient dans des tombes peu profondes. « Je ne veux pas que vous le tuiez, » dit-elle. Les sourcils de Nola se levèrent légèrement. « Pourquoi pas? Parce qu'alors il gagne. Il devient la victime, le martyr. Et vous, » elle s'approcha, « vous devenez le monstre qu'il prétendra que vous êtes. Je veux qu'il soit en prison. Je veux qu'il soit déchu de son insigne, de ses relations, de son pouvoir. Je veux qu'il vive en sachant qu'il a perdu. » Le silence s'étira entre eux. Puis Nola fit quelque chose qu'Ella n'avait jamais vu. Il sourit, petit, fugace, mais sincère. « Vous, dit-il, est-ce bien plus forte que vous ne le croyez. J'ai eu un bon professeur en survie. » Non, il secoua la tête. « Survie. Je me suis enseigné ceci, ce que vous choisissez. C'est autre chose. C'est du courage. » Et quand il tendit la main assez lentement pour qu'elle puisse refuser et lui glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille, elle ne broncha pas. Elle s'appuya légèrement sur son contact et vit quelque chose bouger derrière ses yeux couleur de glace. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. L'avocate s'appelait Rebecca Chen et elle arriva au penthouse avec une maillette pleine de munitions et un sourire qui pouvait couper du verre. « Monsieur Petrov parle très bien de vous, dit-elle, serrant la main d'Ella avec une fermeté professionnelle. Assurons-nous que le système travaille en votre faveur pour une fois. » Elle passait encore à la table à manger, Rebecca extrayant les détails avec une précision chirurgicale, les dates, les incidents, les témoins, même les plus réticents. La voix d'Ella devint rauque à force de parler, son effroi et oublié. Mais Rebecca ne la pressa jamais, ne suggéra jamais qu'un détail était trop petit ou trop humiliant pour importer. « Dossiers médicaux ?» demanda Rebecca, le stylo en suspens. « Je suis allé aux urgences 2 fois. Leur a dit que j'étais tombé. » Le rire d'Ella était amer. Ils m'ont cru ou ont fait semblant.
Nous les assignerons de toute façon. Les schémas comptent. Rebecca prit une note. Qu'en est-il du contrôle financier? Il avait accès à mes comptes. Il a dit que c'était plus facile puisque nous vivions ensemble. Il surveillait chaque transaction. Contrôle coercitif classique. Bien. Cela renforce le dossier. Rebecca leva les yeux, l'expression s'adoucissant légèrement. Et là, je sais que c'est épuisant, mais chaque mot que vous me donnez est un clou dans son cercueil. Quand nous aurons terminé, Antonio Calderano ne pourra pas éternuer sans violer une ordonnance du tribunal. Quand Rebecca partit enfin, elle s'effondra dans sa chaise, complètement épuisée. Nola apparut avec du thé frais. Il s'était fait discret pendant la séance, mais elle avait su qu'il était proche, écoutant, probablement s'assurant qu'elle se sente en sécurité. « Tu as bien fait, dit-il, posant la tasse devant elle. J'ai l'impression d'avoir été retourné. C'est ce que la justice exige parfois, l'exposition des blessures afin qu'elles puissent être correctement traitées. » Il s'installa dans la chaise que Rebecca avait quittée. L'ordonnance de non-contact sera déposée demain. Antonio sera signifié dans les 48 heures. Elle enveloppa ses mains autour de la céramique chaude. Et s'il ne se souciait pas d'un morceau de papier, alors il apprendra que les conséquences existent. Le ton de Nola était conversationnel, mais elle a entendu l'acier en dessous. J'ai des gens qui le surveillent. S'il ne fait que passer devant cet immeuble, je le saurai. Vous ne pouvez pas me protéger pour toujours. Pourquoi pas? La question resta suspendue, simple et énorme. Ella rencontra son regard, cherchant le détachement qu'elle avait vu cette première nuit, trouvant à la place quelque chose qui fit son cœur manquer un battement. « Parce qu'éventuellement j'ai besoin de reconstruire ma propre vie, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas me cacher dans votre forteresse pour toujours, aussi belle que soit la cage. Ceci n'est pas une cage. » La mâchoire de Nola se serra. « Vous êtes libre de partir comme vous le souhaitez. » « Suis-je? » Elia se pencha en avant. « Ou avez-vous juste construit un autre type de prison? Une avec des draps en coton égyptien et un thérapeute sur appel. » Elle regretta les mots immédiatement. Les vit atterrir comme des coups physiques. Vit l'expression de Nola se refermer. Il se leva, mouvement précisément contrôlé. « Je m'excuse si mon assistance a ressemblé à de la captivité. Ce n'était jamais mon intention. » Nicolas, attendez. Elle se leva, mais il s'éloignait déjà. Je ne voulais pas. Il s'arrêta à l'arche, le dos toujours tourné. Ma mère avait l'habitude de dire que les cages les plus cruelles sont celles que nous construisons pour les autres en l'appelant protection. Dit-il doucement. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que je ne fais que répéter des schémas que j'avais juré d'avoir brisés. Puis il fut parti et Ella fut laissée debout dans la salle à manger, se détestant. Elle le trouva 1 heure plus tard dans la bibliothèque, debout devant un portrait qu'elle n'avait jamais remarqué. Une jeune femme aux cheveux noirs et aux mêmes yeux pâles comme de la glace que Nola, portant une robe d'été jaune et riant à quiconque tenait l'appareil photo. Ce devait être Katia. « Je suis désolé, dit Ella depuis l'embrasure de la porte. Ce que j'ai dit était cruel et injuste. » Nola ne se retourna pas. C'était aussi partiellement vrai. J'ai été contrôlant. Je l'ai justifié comme protection, mais le contrôle sous un autre nom est toujours du contrôle. Ella traversa pour se tenir à côté de lui, étudiant le portrait. Elle était belle, elle était gentille dans un monde qui lui donnait toutes les raisons de ne pas l'être. Sa voix s'érailla. Quand notre mère est morte, Katia avait 6 ans. J'en avais 8. Dans le chaos après l'incendie, les autorités, nous avons été séparés. J'ai crié pour elle, j'ai combattu les officiers qui m'entraînaient. Elle est juste restée là, tenant son lapin en peluche et a dit « C'est bon, Nola, nous nous retrouverons. » La gorge d'Ella se serra. « J'ai passé des années à essayer de la retrouver, » continua-t-il. « J'ai utilisé toutes les ressources, tous les contacts. Au moment où je l'ai retrouvée dans l'établissement où elle est morte, il l'avait déjà incinérée. Pas de cérémonie, pas de marqueur, juste parti,
comme si elle n'avait jamais existé. Alors vous gardez sa chambre, dit Ella doucement, pour que quelqu'un se souvienne, pour que je me souvienne de ce que j'ai échoué à faire. Nola la regarda enfin, et la douleur brute dans ses yeux fit mal à la poitrine d'elle. J'ai bâti un empire sur la promesse que je ne serais plus jamais trop faible pour protéger quelqu'un qui avait besoin de moi. Et maintenant vous me dites que la protection ressemble à une cage, et je réalise que je ne connais toujours pas la différence. Elle a pensé à Antonio, qui avait appelé la surveillance amour, qui avait surveillé son téléphone et l'avait appelé attention. La différence, dit-elle soigneusement, c'est que vous demandez, vous me donnez des choix. Vous me dites ce que je peux partir et vous le pensez. Antonio ne m'a jamais donné de choix. Il m'a donné des ultimatums déguisés en préoccupation. Nola resta silencieux un long moment, mais vous êtes toujours là parce que vous n'avez nulle part où aller. Est-ce vraiment un choix ou juste l'illusion de celui-ci? Je ne sais pas, Edmorella, mais je sais que pour la première fois en 3 ans, je me souviens de ce que je voulais être. La vie que j'avais planifiée avant que tout ne déraille, et c'est parce que vous m'avez donné de l'espace pour respirer. Et elle s'approcha, assez près pour voir la légère cicatrice au-dessus de son sourcil, l'argent traversant ses tempes. « Vous n'êtes pas votre père, dit-elle. Vous n'êtes pas Antonio. Vous êtes quelqu'un qui a entendu une étrangère mendier pour le matin et a décidé de lui en donner une année. » La main de Nola se leva, hésita, puis se posa sur sa joue, chaude, cailleuse, incroyablement douce. Et que se passe-t-il quand l'année se termine, quand vous n'aurez plus besoin de protection? Elia s'appuya contre sa paume. Peut-être que nous le découvrirons ensemble. Pendant un battement de cœur, elle pensa qu'il pourrait l'embrasser. Vit le désir clignoter sur son visage, rapidement supprimé. Au lieu de cela, il recula, l'expression soigneusement neutre. « Vous devriez vous reposer. Rebecca aura besoin de vous en pleine forme pour les dépôts au tribunal. » Il la laissa debout dans la bibliothèque et elle l'a compris. Nicolas Petro avait bâti des empires et écrasé des rivaux. Mais cette simple intimité, la vulnérabilité de vouloir quelqu'un qui pourrait choisir de partir, le terrifiait plus que tout ennemi. Elle leva les yeux vers le portrait de Katia à ce moment gelé de joie. « Je pense, murmura-t-elle à la fille riante dans la robe jaune. Ton frère a oublié comment croire aux fins heureuses. Peut-être que je peux le lui rappeler. » L'ordonnance de non-contact fut accordée 3 jours plus tard. La réponse d'Antonio vint via une lettre glissée sous la porte de service de l'immeuble. Grossière, mal orthographiée, pleine de menaces qui firent jurer Rebecca de façon créative en mandarin. « Nous déposons des accusations criminelles, annonça-t-elle, arpentant le bureau de Nola. Harcèlement, violation de l'ordonnance. Je veux qu'il soit menotté d'ici vendredi. »« Ça tiendra ?» demanda Nicolas, la voix dangereusement calme. Avec les preuves fournies par elle, les dossiers médicaux, le schéma documenté. Oui, mais l'expression de Rebecca s'assombrit. Il a des amis. Pas assez pour arrêter ça, mais assez pour rendre les choses compliquées. Elle, assise tranquillement dans le coin, prit la parole. Que ce soit compliqué, j'en ai assez de me cacher. Tous deux se tournèrent pour la regarder. « Vous êtes sûr? » demanda Rebecca. « Parce qu'une fois que nous déposons, cela devient public. Votre nom, votre témoignage, les médias, je m'en fiche. » Elle se leva, quelque chose de féroce et de lumineux s'allumant dans sa poitrine. J'ai passé 3 ans à me rendre invisible parce qu'il disait que la visibilité était dangereuse. J'en ai fini de me rétrécir. Que tout le monde voit exactement ce qu'il est. L'expression de Nola changea. Fierté peut-être ou reconnaissance. « Alors nous allons à la guerre, dit-il doucement. Et en le regardant, elle réalisa qu'elle ne tombait pas amoureuse de l'homme qui lui avait offert un abri. Elle tombait amoureuse de celui qui continuait à lui donner des choix, même quand ces choix le terrifiaient. Celui qui comprenait que l'amour signifiait tenir quelqu'un assez doucement pour qu'il puisse encore voler. L'hiver céda la place au début du printemps, l'ordonnance de non-contact restant ferme et Antonio maintenant une distance prudente.
Trop prudente, Rebecca nota que des hommes comme lui n'acceptaient pas simplement la défaite. Elle essaya de ne pas y penser, essaya de se concentrer sur l'élan de sa vie. Finalement, enfin, reprenant la refonte de son portfolio, des demandes de freelance, un petit contrat de conception de logo pour une start-up qui ne posait pas de questions sur le trou d'un an dans son CV. Le Dr. Vulov appelait ça la reconquête du récit. Ella appelait ça se souvenir que j'existe. Nola appelait ça inévitable avec une satisfaction tranquille qui lui tordait le cœur. Il était devenu moins réservé au fil des mois, pas chaleureux. Nicolas ne serait jamais chaleureux, mais présent de manière qui ressemblait à de l'intimité. Cuisinant le petit déjeuner ensemble dans un silence confortable. Lisant dans la bibliothèque, les pieds repliés sous elle pendant qu'il travaillait sur des documents en russe. De petites attentions qui s'attardaient, sa main sur le bas de son dos, la guidant à travers les portes, leurs doigts s'effleurant en passant le café. Rien d'ouvert, rien d'autre ne pouvait nommer, mais quelque chose changeait, tectonique et irréversible. Cela atteignit son paroxysme un mardi de mars. Elia travaillait dans la salle à manger, son ordinateur portable ouvert, des croquis éparpillés. Quand Nola rentra à 14 heures, chose inouïe, il avait l'air différent. Sa veste manquait, sa chemise était déboutonnée, ses jointures ensanglantées et mal bandées. Que s'est-il passé? Elle fut immédiatement debout. Rien qui vous concerne, mais sa voix était tendue et il favorisait son côté gauche. Nicolas, j'ai dit que ça ne vous concernait pas. Dur, dédaigneux. Le ton qu'elle l'avait entendu utiliser avec ses subordonnés, jamais avec elle. Elle y a tressailli et quelque chose dans son expression se fendit. « Attendez !» Il tendit la main vers elle, mais elle avait déjà reculé. Et là, je ne voulais pas dire « ne faites pas ». Sa voix trembla. « N'utilisez pas ce ton avec moi. J'en ai assez des hommes qui pensent que le volume équivaut à l'autorité. » Nicolas resta très immobile. « Je ne suis pas Antonio. Alors arrêtez d'agir comme si j'étais trop fragile pour gérer la vérité. » Ella croisa les bras. Que s'est-il passé? Une longue pause, puis avec un effort visible, il y a eu un différend territorial. Les Luchos ont repoussé les limites. C'est devenu physique. Les Lucianos, les employeurs d'Antonio. Oui. Les pièces s'emboîtèrent, froides et certaines. C'est à cause de moi. Ils s'en prennent à vous parce que vous me protégez. Le silence de Nola était une confirmation suffisante. Elle s'effondra dans une chaise. La nausée montait. Je suis une responsabilité. Je vous mets en danger. Arrêtez. Nola s'agenouilla devant elle, ignorant la façon dont cela le faisait souffrir. Vous n'êtes pas une responsabilité. Vous êtes. Il sembla lutter avec les mots. Vous êtes la première chose en 20 ans qui a semblé une raison plutôt qu'une obligation. Le souffle d'Ella se coupa. J'ai passé des décennies à bâtir du pouvoir, continua-t-il, la voix basse et rauque, l'accumulant comme une armure, me disant que le contrôle équivaut à la sécurité. Et puis vous avez demandé à vous cacher dans ma voiture, et j'ai réalisé que tout ce pouvoir ne signifie rien si je ne l'utilise pas pour protéger quelque chose qui compte. Je compte. La question sortit plus petite qu'elle ne l'avait voulu. La main de Nola se leva, berçant son visage avec une douceur qui contredisait toutes les rumeurs qu'elle avait entendues à son sujet. Vous comptez. Vous avez compté depuis cette première nuit. Et si les Lucianos pensent pouvoir vous utiliser pour me manipuler, ils ont fondamentalement mal compris la situation, ce qui est son pouce traça sa pommette, que je brûlerai toute cette ville avant de laisser quiconque vous blesser à nouveau. Ella aurait dû être effrayée, aurait dû reconnaître le bord obsessionnel dans ses mots. Au lieu de cela, elle se pencha en avant et l'embrassa. Nicolas se figea, clairement choqué, puis fit un son bas dans sa gorge et la lui rendit, prudemment contrôlée, comme s'il avait peur qu'elle ne se brise. Sa main glissa dans ses cheveux, inclinant sa tête, approfondissant le baiser jusqu'à ce que les pensées d'elle se dispersent en statique et en sensation. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant difficilement, Nola posa son front contre le sien.
C'est dangereux, dit-il. Je sais. Si nous faisons cela, si nous sommes ensemble, cela fait de vous une cible. Chaque ennemi que j'ai vous verra comme une faiblesse à exploiter. Elle recula suffisamment pour croiser son regard. Et si nous ne le faisons pas, si je m'éloigne pour vous garder en sécurité, ou si vous me repoussez pour me protéger, nous perdons quand même. Au moins de cette façon, nous perdons ensemble. Le rire de Nola fut surpris, presque impuissant. Vous êtes bien plus courageuse que moi. Non, j'ai juste passé 3 ans à apprendre que la sécurité sans vivre n'est qu'une forme de mort plus lente. Elle l'embrassa de nouveau, doucement et sûrement. Je veux vivre avec vous si vous voulez de moi. Pendant un long moment, Nola la regarda simplement comme s'il mémorisait son visage, cataloguant ce moment au cas où ce serait le dernier. Puis il se leva, la tirant avec lui. « Venez avec moi. » Il la conduisit à travers l'appartement jusqu'à la pièce verrouillée, celle qui était restée fermée pendant les 5 mois qu'elle y avait passés. Nola sortit une clé de sa poche, hésita, puis déverrouilla la porte. À l'intérieur se trouvait une chambre d'enfant figée dans le temps, des murs jaunes pâles, un lit jumeau avec une courte pointe en patchwork, des étagères garnies de livres et un lapin en peluche usé posé sur l'oreiller. Tout était soigneusement conservé, en attente. Après la mort de Katia, dit Nola doucement, j'ai recréé sa chambre exactement comme je m'en souvenais, jusqu'au lapin qu'elle tenait quand ils l'ont prise de moi. Je me suis dit que c'était un mémorial, mais le Dr. Vulov, il y a des années, quand je l'ai engagée pour la première fois, elle a dit que c'était une cage, que je piégeais la mémoire de ma sœur de la même manière que ma culpabilité me piégeait. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. J'ai gardé cette pièce verrouillée parce que l'ouvrir donnait l'impression d'admettre qu'elle est vraiment partie, que j'ai échoué, qu'aucune quantité de pouvoir ou d'argent ne pourrait réécrire cette fin. Ella s'approcha, comprenant. « Mais, vous m'avez demandé une fois pourquoi je la gardais. » Il se retourna. Et la réponse est « c'est parce que je ne savais pas comment lâcher prise. Ne savais pas que garder la mémoire de quelqu'un n'exige pas de figer le temps. » Il traversa la bibliothèque, descendit un album photo qu'Ella n'avait jamais vu, l'ouvrit sur une photo d'une petite fille en robe d'été jaune riant. « Je veux me souvenir de Katia vivante, dit-il. Pas seulement comme une tragédie, pas seulement comme preuve de mon échec, mais comme une personne qui riait et lisait des contes de fées et croyait que nous nous retrouverions. » Il tendit l'album à Ella. « Voulez-vous m'aider à faire cela? » Ella le prit, comprenant ce qu'il demandait réellement. Non seulement de se souvenir de sa sœur, mais de construire quelque chose de nouveau, de transformer le chagrin en quelque chose qui permettait la joie. « Oui, dit-elle simplement. » Et quand Nola l'embrassa cette fois, cela avait le goût de la permission de vivre, d'aimer, de croire que les choses brisées pouvaient encore être entières. L'attaque vint 2 semaines plus tard. Elle quittait sa première réunion client en personne. Une petite entreprise de design à Brooklyn, rien de chic, mais la sienne quand un SUV noir s'arrêta à côté d'elle. Antonio se pencha, le visage gonflé de rage et de quelque chose d'autre, du désespoir. Monte dans la voiture, elle. Son corps se souvint avant que son esprit ne puisse rattraper le coup. La montée d'adrénaline froide, l'instinct d'obéir, de se faire plus petite, mais la voix du Dr. Volkov coupa à travers la panique. Danger passé, sécurité présente. Ce n'est pas alors. Non, dit elle fort et clair. L'expression d'Antonio se tordit. Tu crois que tu es en sécurité parce que tu es avec un gangster russe. Il ne peut pas te protéger pour toujours. L'ordonnance de non-contact ne signifie rien si personne n'est là pour la faire respecter. La main d'elle était déjà sur son téléphone, déjà en train de composer le numéro que Nola avait programmé sous urgence. Il répondit avant que la première sonnerie ne se termine. El Antonio est là, coin d'Atlantic et Court. Ne t'engage pas. Ne cours pas. Reste en ligne. L'aide est à 30 secondes. Antonio a dû entendre parce qu'il sortit brusquement du SUV.
Tu appelles ton petit ami. Voyons à quel point il est coriace quand deux voitures apparurent de nulle part, bloquant le SUV. Des hommes émergèrent, les gens de Nola. Elle les reconnut de l'immeuble, et Antonio recula, réalisant soudain qu'il avait mal calculé. Puis la Rolls-Royce de Nola s'arrêta, et il en sortit parfaitement composé dans un costume noir, ressemblant à la mort en laine sur mesure. Elle, dit-il calmement, ne quittant pas Antonio des yeux. Va à la voiture. Elle obéit, les jambes tremblantes, mais s'arrêta à la porte. Ne le tuez pas. La mâchoire de Nola se serra. Je ne ferai pas de promesses que je ne peux pas tenir. Alors promettez-moi ceci. Quand vous aurez fini, vous rentrerez à la maison auprès de moi. Quelque chose dans son expression s'adoucit. Ça, je peux le promettre. Elle la monta dans la voiture. À travers la vitre teintée, elle regarda Nola s'approcher d'Antonio, qui criait, menaçait, agitait son téléphone avec ses prétendues connexions NYPD. Elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais elle vit le moment où Antonio réalisa que ces connexions ne signifiaient rien ici. C'était la ville de Nola, et il avait franchi une ligne que l'argent et les insignes ne pouvaient pas franchir. La confrontation dura moins de 5 minutes. Puis Antonio fut poussé dans l'une des voitures en attente, et Nola glissa dans la Rolls à côté d'elle. « Il est vivant », dit Nola sans préambule. Indemne, bien qu'il puisse souhaiter le contraire, une fois que Rebecca aura terminé de déposer des accusations pour violation de l'ordonnance de non-contact, agression, harcèlement et plusieurs autres infractions que je l'encouragerai à découvrir. Elle expira avec un tremblement. Merci de ne pas devenir le monstre que vous croyez que je pourrais être. Le sourire de Nola fut sombre. Je suis toujours ce monstre, Ella. Je choisis simplement que vous en soyez une version différente. Il la tira près de lui, et Ella le rejoignit volontiers, pressant son visage contre sa poitrine, respirant le cèdre et l'hiver et la sécurité. « J'avais tellement peur, murmura-t-elle. « Je sais. Et je suis désolé que vous ayez eu à ressentir cette peur à nouveau. » Mais elle, il lui souleva le menton. « Vous m'avez appelé. Vous n'avez pas gelé, n'avez pas obéi. Vous avez choisi de vous battre. C'est tout. » Et elle réalisa qu'il avait raison. Elle avait affronté Antonio, l'homme qui hantait ses cauchemars depuis des années, et elle avait gagné. Non pas parce que Nola l'avait sauvée, mais parce qu'elle s'était d'abord sauvée elle-même. Les accusations criminelles contre Antonio Calderano se poursuivirent avec l'inévitabilité écrasante de la bureaucratie. Rebecca déposa motion après motion, construisant un dossier si étanche que même les connexions policières d'Antonio ne purent le rejeter. Ella témoigna en avril dans une salle d'audience qui sentait le vieux bois et la peur. Antonio était assis en face d'elle dans un costume bon marché, flanqué d'un avocat commis d'office qui semblait épuisé avant même le début des procédures. Il fixa elle tout le temps, non pas avec rage, mais avec quelque chose de pire. Une incrédulité blessée, comme si elle l'avait trahi en refusant de disparaître discrètement. Rebecca la guida à travers la chronologie avec une précision clinique. Le premier coup, l'escalade, l'isolement systématique, des dossiers médicaux projetés sur des écrans montrant des fractures et des ecchymoses, qu'Ella avait expliquées comme des maladresses. Et le 14 novembre, Rebecca demanda ce qui s'était passé. La voix d'Ella ne tremble pas. Il m'a dit qu'il allait s'assurer que je ne l'embarrasse plus jamais. Puis il m'a jeté contre le comptoir de la cuisine. J'ai senti mes côtes se fissurer. Quand j'ai essayé de partir, il a bloqué la porte, alors j'ai attendu qu'il s'évanouisse ivre, et j'ai couru. Où êtes-vous allé? Je me suis caché dans une voiture. La voiture d'un étranger. J'avais besoin de n'importe où qui n'était pas là. Elle ne mentionna pas Nola par son nom. Pas besoin. La défense tenta de la peindre comme vindicative, comme ayant trouvé un riche protecteur et fabriqué des abus pour un gain financier. Mais ensuite, le procureur soumit des enregistrements téléphoniques. Les 47 appels et 89 SMS d'Antonio, dans les 3 jours après son départ, chacun plus menaçant que le précédent.
Des images de surveillance de lui violant l'ordonnance de non-contact. Le témoignage du médecin urgentiste qui avait noté que les blessures d'Ella étaient cohérentes avec la violence conjugale, mais n'avait pas approfondi. La juge, une femme d'une 60aine d'années, qui avait vu trop de cas comme celui-ci, ne fut pas impressionnée par les démentis d'Antonio. « Monsieur Calderano, dit-elle, vous resterez en détention préventive. La caution est refusée. » Antonio éclata, criant jusqu'à ce que les huissiers le traînent hors de la salle d'audience. Ella resta figée, la main de Rebecca sur son épaule, et sentit quelque chose en elle finalement enfin s'ouvrir, non pas s'effondrer, mais s'épanouir. Devant le palais de justice, Nola attendait près de la Rolls, flanquée de deux de ses hommes. Il scruta le visage d'Ella à son approche, cherchant des dégâts. « C'est fait, dit Ella. Il est détenu. Le procès est fixé pour juin. » Nola hocha la tête une fois, puis ouvrit les bras. Ella marcha vers eux, se laissant étreindre en pleine vue des marches du palais de justice, des journalistes qui se rassemblaient, de quiconque regardait. Laissant le monde voir qu'elle n'était pas seule, pas honteuse, ne se cachant plus. « Je suis fière de toi, » murmura Nola contre ses cheveux. Tellement incroyablement fière. Elle recula, souriant à travers ses larmes. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. »« Oui, dit-il fermement, vous auriez pu. J'ai simplement rendu les choses plus faciles. » Dans la voiture, elle laissa l'épuisement la gagner, la tête reposant sur l'épaule de Nola. Elle se réveilla alors qu'il s'arrêtait au penthouse, désorienté. « J'ai pensé que nous pourrions aller ailleurs ce soir, » dit Nola doucement. « Si vous le souhaitez. » Elia cligna des yeux. « Où? » »« Quelque part où je n'ai emmené personne depuis très longtemps. Un endroit que j'ai construit pour, je ne suis pas certain. Pénitence peut-être ou espoir. » La maison était à 2 heures au nord de la ville, cachée derrière des portes et une forêt. Pas un manoir. Une maison, du bois et de la pierre chaude, des fenêtres du sol au plafond donnant sur un lac. Une cheminée assez grande pour y tenir debout. Elle la traversa lentement, touchant les surfaces. Une cuisine qui semblait réellement utilisée. Des bibliothèques organisées par intérêt plutôt que par esthétique. Une chambre avec des courtes pointes qui correspondaient à celle de la chambre gelée de Katia. « J'ai acheté ceci il y a 5 ans, » dit Nola depuis l'embrasure de la porte. Après que le Dr. Vulov m'ait dit que j'avais besoin de créer de l'espace pour un futur, pas seulement un mémorial pour le passé, mais je n'ai jamais pu. Il fit un geste impuissant. Cela donnait l'impression d'admettre que je méritais le bonheur, comme croire que je pouvais avoir quelque chose au-delà de la survie. Elia le rejoignit, prit ses mains. Et maintenant, je pense que peut-être j'attendais une raison de le croire. Ses pouces traçaient des cercles sur ses poignets pour vous. Ils préparèrent le dîner ensemble. Rien de chic, juste des pâtes et de la salade, et mangèrent par terre devant la cheminée parce que la table à manger semblait trop formelle. Nicolas raconta des histoires sur Katia, comment elle avait insisté pour lire les fins des livres en premier, comment elle l'avait convaincu que les flaques d'eau étaient des portails vers d'autres mondes. « Elle vous aurait aimé, » dit-il doucement, « aurait dit que je ruminais trop et que j'avais besoin de quelqu'un pour me rappeler comment rire. » Avait-elle raison? Toujours. Son sourire était doux, teinté de chagrin. Elle avait l'habitude de me dire avant tout qu'être fort signifiait protéger les gens, pas les punir. J'ai passé 30 ans à oublier cette distinction. Ella posa sa tête sur son épaule. Vous vous êtes souvenu quand cela comptait. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Puis Nola la conduisit à l'étage jusqu'à la chambre. Rien ne se passa au-delà du sommeil. Nola la tint comme si elle était précieuse, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Mais c'était la plus grande intimité qu'elle ait jamais ressentie, assez en sécurité pour être vulnérable, assez en confiance pour rendre confiance. Le matin, elle se réveilla au soleil et à l'odeur du café. Nola se tenait à la fenêtre, silhouettée contre le lac et se tourna quand il l'entendit bouger. « J'ai pensé, dit-il soigneusement,
à ce qui se passe après le procès. Après qu'Antonio soit condamné et que vous soyez vraiment légalement libre, le cœur d'Ella se serra. Me demandez-vous de partir? Mon Dieu, non. Il traversa le lit, s'assit sur le bord. Je vous demande de rester non pas dans le penthouse, non pas comme quelqu'un que je protège, mais ici avec moi, comme il luttait avec le mot comme ma partenaire de toutes les manières. Le souffle d'Ella se coupa. Nola. Je sais que la vie que je mène est dangereuse. Je sais que ce que je demande est égoïste. Mais Ella, vous m'avez appris que le pouvoir sans but n'est que du bruit. Et vous êtes devenu mon but. Il prit sa main, la pressa contre sa poitrine. Je veux construire une vie avec vous. Une où vous avez votre carrière de designer, et moi mes entreprises où nous nous choisissons chaque jour, non parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Ella regarda leurs mains jointes à cet homme qui avait appris à être doux pour elle. J'ai une condition, dit-elle. Nicolas se tendit. Nommez-la. La chambre de Katia, nous l'ouvrons. Nous prenons les livres et le lapin et les choses qui importaient et nous les gardons quelque part qui ressemble à de l'amour, pas à de la pénitence. Et ensuite nous transformons cette pièce en quelque chose de nouveau. Peut-être un bureau pour mon travail de design, peut-être une chambre d'amis, peut-être juste un espace vide attendant d'être rempli. Elle rencontra son regard, parce que vous pouvez honorer sa mémoire sans être emprisonné par elle. Pendant un long moment, Nola la fixa simplement. Puis il l'embrassa profondément et avec gratitude et parsemé de quelque chose qui ressemblait à la liberté. Oui, dit-il contre ses lèvres. Oui à tout cela. Et Ella, qui avait passé des années à croire qu'elle ne méritait pas la douceur, se laissa tomber complètement dans les bras d'un homme qui avait oublié comment être doux jusqu'à ce qu'elle le lui rappelle. Ils ouvrirent la chambre de Katia ensemble une semaine plus tard. Le docteur Vulov vint à la demande de Nola. Pour un soutien moral, avait-il dit, mais Ella savait que c'était plus. Vulov avait été la première à suggérer cela il y a des années. Elle avait gagné le droit de témoigner. Nola se tint longtemps sur le seuil, la main sur la poignée de porte avant de la pousser finalement. Les trois traversèrent l'espace lentement. Nola ramassa le lapin en peluche, le tenant comme s'il pouvait se briser. Elle l'appelait Zatz, dit-il doucement. Petits cheveux, elle l'emmenait partout. Alors il devrait être quelque part où vous pouvez le voir, dit elle doucement. Pas enfermés, ils emballèrent soigneusement. Des livres dans des boîtes pour la bibliothèque de Nola. La courte pointe pliée pour la maison du lac. Des photos triées dans des albums. La robe d'été jaune, celle du portrait. Nola hésita longuement avant de la placer finalement dans une boîte à souvenirs avec d'autres trésors. Le docteur Vulov observa le tout avec une approbation silencieuse. C'est bien, Nola. C'est la laisser reposer. Quand la pièce fut vide à l'exception des meubles, Nola se tint au centre, les yeux fermés. « Je suis désolé », murmura-t-il à Katia, à lui-même, à l'enfant qu'il avait été. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver, mais je ne gaspillerai pas la vie que j'ai vécue alors que la tienne a été volée. Je te le promets. » Elle a pris sa main. Vulov lui toucha l'épaule. Et ensemble, ils sortirent, laissant la porte ouverte derrière eux. Le procès se conclut début juin par un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Agression, harcèlement, contrôle coercitif, violation de l'ordonnance de non-contact. Antonio Hung Calderano fut condamné à 8 ans, la juge notant son abus systématique de pouvoir et son absence totale de remords. Ella regarda depuis la galerie alors qu'il l'emmenait menotté. Il semblait plus petit d'une certaine manière, diminué. Juste un homme, pas un monstre. Rebecca lui serra la main. C'est fini. Mais ce n'était pas le cas, pas tout à fait. La vraie fin vint 3 semaines plus tard à la maison du lac. Ella avait emménagé officiellement, transformant l'ancienne chambre de Katia dans le penthouse en un studio lumineux où elle travaillait sur des projets de design de plus en plus ambitieux. Sa liste de clients s'allongeait. Petites entreprises, associations à but non lucratif, quelques grandes entreprises qui avaient entendu par le bouche à oreille
que la designer que Petrov fréquentait valait le risque. Elle avait froncé les sourcils à l'implication de népotisme jusqu'à ce que Nola lui fasse remarquer raisonnablement qu'utiliser ses connexions n'était pas différent de tout autre réseautage. « Votre talent est unique », avait-il dit. « Mon nom ouvre simplement des portes. Ce que vous faites une fois à l'intérieur est entièrement à vous. » Maintenant, debout sur le pont de la maison du lac au crépuscule de juillet, elle regardait Nola au bord de l'eau. Il enseignait de toutes choses à une petite fille à faire des ricochets. Maya avait 6 ans, fille d'un des hommes de main de Nola, qui était mort dans un conflit territorial 2 mois auparavant. Sa mère avait fait une overdose il y a des années. Pas d'autre famille. Le système l'aurait avalée tout entière. Alors Nola était intervenue, avait déposé une demande de tutelle, engagé une nounou, l'avait inscrite dans une bonne école et avait passé ses week-ends à apprendre à tresser les cheveux grâce à des vidéos YouTube. Ella avait observé la transformation avec admiration. Nola, qui commandait des empires, mise à genoux par une petite fille qui exigeait des histoires au coucher et posait des questions sans fin sur la raison pour laquelle le ciel changeait de couleur. Oncle Nick appela Maya maintenant. « Tu te trompes, il faut que ce soit plat comme ça. » Elle démontra avec un sérieux exagéré la pierre rebondissant 2 fois avant de couler. Nola essaya de nouveau, réussit 3 ricochets et Maya applaudit comme s'il avait gagné l'or olympique. La poitrine d'Ella se serra d'une émotion trop grande pour les mots. Le docteur Vulob avait appelé cela l'attachement réparateur. Le psychisme de Nola essayant de réécrire la fin qu'il ne pouvait changer. Ella appelait cela regarder quelqu'un apprendre à être humain à nouveau. « Vous allez la gâter », dit Ella, les rejoignant au bord de l'eau. « Absolument. » Nola n'avait pas l'air le moins du monde désolé. Elle a déjà connu plus de pertes que la plupart des adultes. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que son enfance, à partir de maintenant, soit remplie d'affection excessive et de pierres plates. Maya tira la main d'Ella. « As-tu apporté des peintures? Tu as promis de m'apprendre le mélange des couleurs. » « Après le dîner, promit Ella. « Et seulement si tu manges vraiment des légumes cette fois, pas seulement les cacher sous ta serviette. » L'expression coupable de Mia fut une réponse suffisante. Le dîner fut chaotique de la meilleure façon. Maya parlant sans arrêt de sa journée, Nola intervenant avec des observations sèches qui faisaient rire elle. Les 3 se déplaçant l'un autour de l'autre avec la chorégraphie facile d'une famille. Après que Maya fut baignée, eut une histoire et fut blottie dans son lit, serrant Zetz, qu'elle avait réclamé comme sien avec la permission larmoyante de Nola, Ella et Nola s'assirent sur le pont avec du vin, regardant les étoiles émerger. « Je n'ai jamais imaginé cela, » dit Nola doucement. « Il y a 1 an, j'aurais dit que cette vie était impossible pour quelqu'un comme moi, quelqu'un comme vous, quelqu'un bâti par la violence. Quelqu'un dont les mains sont, » il s'arrêta, la mâchoire serrée. Elle a pris d'une de ses mains, cicatrisée et forte, et pressa un baiser sur la paume. Ses mains m'ont tenu quand je me brisais, ont tressé les cheveux d'une petite fille, ont fait des ricochets. Oui, elles ont fait des choses terribles. Mais elles ont aussi fait de belles choses. Les yeux de Nicolas brillèrent dans la lumière des étoiles. Vous m'avez gâché pour mon ancienne vie. Vous savez, je ne peux pas redevenir l'homme que j'étais. Celui qui ne se souciait que du pouvoir et du contrôle. Bien. Elia se rapprocha. Parce que cet homme n'aurait jamais ouvert la portière de sa voiture pour une étrangère, n'aurait jamais choisi la miséricorde plutôt que la vengeance, n'aurait jamais appris à tresser à la française. Son rire fut bas, sincère. La tresse française reste terrible. Maya s'en fiche. Elle aime juste que vous essayiez. Ils s'assirent en silence confortable, le lac clapotant sur le rivage, la maison chaude et lumineuse derrière eux. « Je veux vous épouser, » dit Nicolas soudainement. Le cœur d'Ella s'arrêta. « Quoi? » « Pas immédiatement, pas avant que vous ne vous sentiez prête, si jamais vous le faites, mais je veux que vous sachiez. » Il se tourna pour lui faire face. « Que ce n'est pas temporaire pour moi. Ce n'est pas de la protection ou de l'obligation,
C'est moi qui vous choisis chaque jour pour autant de jours que nous aurons. Les yeux d'Ella brûlèrent. Je vous choisis aussi. Même si vous ne savez pas faire de tresses françaises, même si votre monde est dangereux et compliqué, même si vous aimez signifie vivre avec la connaissance que les hommes puissants auront toujours des ennemis, vous n'avez pas peur. Terrifiée, admit-elle, mais plus effrayée de vivre petit, de revenir à la version de moi-même qui pensait que la survie était suffisante. Elle lui prit le visage. Vous m'avez appris à vouloir plus, à croire que je méritais plus. Nola l'embrassa doucement et profondément, et Ella goûta le sel. Ses larmes ou les siennes, elle n'était pas sûre. Quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien. Nous devrions nous marier ici au lac. Quelque part que Katia aurait aimé. La gorge d'Ella se serra. Elle aurait aimé que vous soyez heureux. Elle aurait aimé que vous me rendiez heureux, corrigea-t-il. Il y a une différence. Ils restèrent dehors jusqu'à ce que les étoiles soient aussi épaisses que du sucre renversé, parlant de l'avenir. L'éducation de Maya, l'entreprise grandissante d'Ella, les projets de Nola de transformer ses entreprises en holding légitimes. Non pas effacer le passé, mais construire quelque chose de nouveau sur ses fondations. Quand ils rentrèrent enfin, Elia s'arrêta à la porte de Maya. La petite fille était étendue sur le lit, Ziette calée sous un bras, ses cheveux un écheveau sombre sur l'oreiller. « Elle ressemble à Katia », murmura Nola à côté d'elle. Même sauvagerie, même certitude que le monde est bon, si on regarde assez attentivement. Vous lui donnez cette certitude, la chance que Katia n'a jamais eue. Nous lui donnons cela. Le bras de Nola s'enroula autour de la taille d'Ella. Tout cela, la guérison, l'espoir, cela ne fonctionne que parce que vous avez cru en moi quand j'avais oublié comment croire en moi-même. Ella s'appuya contre lui, regardant l'enfant dormir. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. C'est comme ça que ça marche. 6 mois plus tard, le vernissage de la galerie était l'idée d'elle. Un événement caritatif présentant des artistes locaux. Tous les bénéfices allant aux survivants de violences domestiques. Elle avait conçu les matériaux promotionnels, recruté des artistes et, d'une manière ou d'une autre, convaincu Nola de l'organiser dans son immeuble du centre-ville. Maintenant, debout dans un espace transformé par l'art et la lumière, Ella regardait Nola se déplacer dans la foule avec Maya perchée sur ses épaules, sa robe de fantaisie retroussée et son rire résonnant sur les hauts plafonds. Rebecca trouva Ella près des sculptures. « Vous avez bien fait, patronne. Cela va rapporter beaucoup d'argent. » « Nous avons bien fait. » Elle corrigea. « Vous avez géré toutes les tracasseries légales avec les associations à but non lucratif. » « C'est vrai, mais ceci, Rebecca, fit un geste vers l'événement. C'était votre vision, votre courage. Il y a 1 an, vous vous cachiez dans une voiture. Maintenant, vous changez des vies. La gorge d'Ella se serra. Il y a 1 an, quelqu'un a changé la mienne. Elle regarda de l'autre côté de la pièce où Nola avait posé Maya pour examiner un tableau à hauteur de ses yeux. Il s'accroupit à côté d'elle, écoutant avec un sérieux exagéré, alors qu'elle expliquait pourquoi les couleurs étaient fausses mais aussi justes. Le docteur Volkov apparut au coude d'Ella. Il est différent avec elle, avec vous. Plus humain, moins de forteresse. Il a toujours été humain, dit Ella, juste convaincu qu'il ne pouvait pas se le permettre. Et maintenant, il apprend que l'humanité n'est pas une faiblesse. C'est la seule chose qui compte. Volkov sourit. Vous lui avez bien enseigné, mais dites-moi, qu'avez-vous appris? Elia considéra que demander de l'aide n'est pas une reddition, que l'amour n'exige pas la perfection, juste la présence, que les personnes que nous devenons après un traumatisme peuvent être plus fortes que ce que nous étions avant, non pas malgré la cassure, mais à cause d'elle. Bien. Falk lui serra l'épaule. Très bien. Alors que la soirée se terminait, Ella se retrouva sur le balcon, regardant la ville. Manhattan s'étillait comme une promesse, comme la preuve que l'obscurité pouvait être ponctuée de lumière. Nola la rejoignit, Maya somnolente dans ses bras. « Elle demande si nous pouvons prendre un chiot, dit-il amusé.
Apparemment, toute famille respectable a besoin d'un chien. Qu'avez-vous dit? Que je l'envisagerais après des recherches approfondies sur les races appropriées pour la vie en ville. Son sourire était doux. Je ne suis pas préparé au niveau de chaos qu'un show introduirait. Rit, vous dirigez un empire criminel. Je pense que vous pouvez gérer un Golden Retriever. Ancien empire criminel, corrigea-t-il. Des entreprises de plus en plus légitimes, avec seulement une ambiguïté morale occasionnelle. D'accord. Bien mieux. Maya s'agita, clignant des yeux avec somnolence. Elle. Vas-tu être ma maman pour de vrai? Le cœur d'elle s'arrêta. Elle regarda Nicolas, qui était soudain très concentré sur l'horizon. Nous en avons parlé, hein, Malaya, dit-il doucement. Ella et moi allons nous marier bientôt. Cela fait d'elle de la famille. Mais la famille peut partir, dit Mia avec l'honnêteté brute des enfants qui ont perdu des gens. Les mamans restent pour toujours. Ella s'agenouilla, attendant que Maya la regarde. Je ne peux pas promettre pour toujours parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Mais je peux promettre que je choisirai de rester chaque jour aussi longtemps que je respirerai. Est-ce suffisant? Maya la regarda sérieusement, puis hocha la tête. D'accord, puis-je vous appeler maman? La vision d'Ella se troubla. J'adorerais ça. Maya la serra dans ses bras, petite et féroce, et Ella la tint fermement, comprenant que cela, cette chose imparfaite, compliquée, belle, était ce à quoi ressemblait la guérison. La main de Nola trouva le bas de son dos, stable et chaude. Les trois se tinrent là, suspendus entre la ville scintillante et le ciel infini. Et Ella pensa, ceci c'est la fin que je n'ai jamais osé imaginer. Pas parfaite, pas sans cicatrice, mais entière. Nous passons tellement de temps à croire que les choses brisées ne peuvent être réparées, que le traumatisme écrit une fin que nous ne pouvons pas réécrire, que les gens forgés dans l'obscurité ne peuvent apprendre à vivre dans la lumière. Mais elle et Nola ont prouvé quelque chose de différent. Que guérir ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit de construire un présent où le passé ne vous contrôle plus. Elle a appris à faire confiance à nouveau, non pas aveuglément, mais courageusement, les yeux grands ouverts sur le risque. Il a appris que la force n'est pas la domination. C'est s'agenouiller au niveau d'un enfant et écouter. Et ensemble, ils ont créé une famille à partir des débris de leur traumatisme séparés. Peut-être est-ce la vraie histoire que nous vivons tous, non pas comment nous survivons à la cassure, ce cassure, mais ce que nous choisissons de construire après. Peut-être que la rédemption ne consiste pas à la mériter. C'est l'accepter quand elle arrive sous la forme de la voiture d'un étranger par une nuit de novembre glacial. Peut-être que l'amour n'est pas la perfection. C'est trouver quelqu'un qui voit vos cicatrices et dit « Moi aussi, maintenant, construisons quelque chose de beau. » Quoi qu'il en soit, Swat, si cette histoire a touché votre cœur, nous aimerions entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir plus d'histoires comme celle-ci et abonnez-vous à Chemin de Rédemption. Nous vous apportons de nouveaux voyages émotionnels chaque jour. Avant de partir, regardez la prochaine vidéo ou explorez notre playlist pour plus de récits d'amour, de secondes chances et du courage qu'il faut pour guérir. Merci d'être ici.